Bienvenue sur le podcast de Comme Julien. Je m'appelle Julien Carcali et je suis heureux de vous accueillir dans cette émission consacrée à l'art de communiquer et de convaincre. On va démarrer dans un instant cet épisode avec pour thème l'email marketing. J'ai le grand honneur d'interviewer pour cela David Grégoire qui est fondateur de deux compagnies, Monsieur e-commerce et Snapshop. Il est joignable sur LinkedIn à linkedin.com/in/David Grégoire. Vous pouvez retrouver toutes les informations pour le contacter sur la description du podcast. Pour ceux qui ne connaissent pas David, je vous fais une petite biographie. Il est le fondateur de Monsieur e-commerce qui Photoshop et recadre vos photos produits. Récemment, il a créé sa 5e compagnie, Snapshop. Snapshop vous permet de prendre les photos de vos produits avec votre smartphone et de les envoyer pour édition, recadrage, afin que vous puissiez les intégrer facilement sur votre site e-commerce. David a eu une compagnie de t-shirts au secondaire, que son partenaire de l'époque roule encore 17 ans plus tard. Il a eu aussi un bed and breakfast, une agence web, une compagnie dans le funéraire en ligne, qui fut entre parenthèses un flop. Il a aussi été candidat à 2 élections. Et pour finir, il a aussi été VP Technologie chez Voyage à rabais, 100 millions de dollars en ligne par année au Québec. Clairement, comme vous pouvez le voir, le parcours de David n'est pas de tout repos. On parlera bien entendu d'email. Pour les moins férus de cette pratique, voici un petit lexique. On va parler de texte en preview. Le texte en preview, c'est celui qui s'affiche à côté de votre objet de courriel non ouvert. Les outils que nous mentionnerons sont les suivants. Mailchimp, ActiveCampaign et SendGrid sont tous des plateformes de gestion et d'automatisation de courriel. On parlera aussi de MailTester, qui vous permet de tester la qualité de vos emails et surtout de savoir s'ils tombent dans les spams et autres courriels indésirables. Au final, si vous souhaitez retrouver tout ce dont nous avons parlé durant l'épisode avec David, consultez l'article de blog juliencarcali.com/10. On nous écoute maintenant. Donc bonjour David Grégoire, je suis très content de t'accueillir aujourd'hui sur ce podcast. Donc tout d'abord, bienvenue. Merci Julien pour l'invitation, c'est un plaisir. Je suis très content, donc comme je te disais, de t'accueillir. Je vais te poser tout de suite une première question. J'ai déjà fait ta présentation, tu le sais. Donc je vais te poser une première question. Pourquoi tu as souhaité participer à ce podcast? Et d'après ce que tu m'as dit, c'est pas le premier. Donc pourquoi en règle générale t'aimes partager de l'information? Anciennement, j'étais vice-président de technologie chez Voyage à rabais et on m'avait offert de donner une conférence sur l'email marketing. Je pense que j'ai commencé ça en 2013, peut-être 2012-2013, parce que j'avais des pratiques peu orthodoxes de l'email marketing à l'époque. Et puis, j'avais adoré. Puis, depuis ce temps-là, un peu bien malgré moi, je me suis créé une réputation de email marketer au Québec. Puis, je me suis mis à donner des conférences, puis à participer à des podcasts. Puis, c'est un sujet qui me passionne, mais qui me passionne littéralement. Oui, je suis passionné de ma business, je suis passionné de commerce électronique, mais le email marketing, vraiment, j'adore ça, j'adore en parler, j'adore donner des idées aux gens. Alors, c'est sûr que quand on est entré en communication ensemble sur LinkedIn, je me dis, le podcast, j'ai dit, let's go. C'est sûr que ça me tente de venir participer et de venir raconter ce que je fais en email marketing. Ça va aider le monde, puis moi, c'est ce que j'aime. Ok, mais alors justement, quand est-ce que tu as commencé à t'intéresser au marketing email réellement? Je suppose que c'est pas par le biais des conférences, ça doit être bien avant. Alors, quand est-ce que tu as commencé, puis quelle en a été la raison? Ce qui est très comique, c'est que quand j'ai joué Voyage à rabais en 2010-2011, moi, je ne croyais plus au email marketing. Je n'y croyais plus. On le faisait chez Voyage à rabais un peu machinalement parce que il l'avait toujours fait à l'époque. Alors, ce qu'on faisait, c'est simplement continuer à faire des newsletters traditionnels semaine après semaine. C'était un mal nécessaire, puis je n'y croyais plus. Jusqu'à un moment donné où, un peu par hasard, je me suis mis à vouloir canaliser vers un agent de voyage sur place chez Voyage à rabais, canaliser, si on veut, des demandes d'informations. Alors là, j'ai fait un test. Une fois que les gens avaient déjà réservé,
je leur envoyais un email text only, comme si ça avait été écrit à partir d'un iPhone. J'envoyais ça à ces clients-là. Puis là, je me suis mis à recevoir tellement de commentaires positifs. En fait, c'est pas juste des commentaires positifs. Les gens, on essayait de leur vendre quelque chose, puis ils faisaient reply, puis ils nous répondaient merci. Alors, je me suis dit, OK, si quand on fait du marketing, par email à du monde, puis qu'ils nous répondent merci, oui, c'est sûr qu'on fait des ventes, mais qu'ils nous répondent merci à notre marketing, ben, je pense que je touche à quelque chose. Puis là, ben, depuis ce moment-là, et on parle de peut-être 2012, bien entendu, là, j'ai expérimenté des tas de choses, puis on va sûrement en parler pas mal pendant le podcast, mais c'est ça qui a été l'épiphanie, si on veut, qui m'a ouvert les yeux, c'est de réaliser que des gens pouvaient te remercier de leur envoyer de la publicité. D'accord. Et qu'est-ce que tu avais fait de différent à cette époque-là? Bon, alors c'est sûr que c'est une série de facteurs. À l'époque, là, tout ce que je faisais, j'avais pris la superviseure des agents de voyage, puis j'avais envoyé un email de sa part, un peu comme si ça partait de sa boîte Gmail. Tu sais, un email texte only bien simple, essayant de faire un upsell, d'augmenter la vente qu'on avait déjà fait aux clients après coup. Et ça a eu un certain succès, mais depuis, j'ai réalisé plusieurs choses, autant techniques que des choses un peu plus human. Par exemple, je me suis rendu compte que on avait de bien meilleurs résultats quand les emails partaient pendant les heures ouvrables de notre bureau. Ça avait de l'air plus humain. On avait des bien meilleurs résultats quand le email, l'expéditeur du email, c'était pas un no reply, c'était pas non plus le nom de l'entreprise, mais c'était le nom d'un humain. Je me suis rendu compte qu'on avait des meilleurs résultats quand le sujet du email, l'object, c'était un mot ou deux mots, tout écrit en minuscule. Alors, à partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, ça veut dire que les gens ils aiment ça, recevoir des emails d'une autre personne. Tu sais, Julien, on dit souvent le B2B, le B2C, puis il y a aussi, on entend dans les conférences souvent le H to H, le human to human. Je me suis rendu compte que c'était ça. Les gens voulaient recevoir des emails de la part de d'autres humains. Et pour ça, mais fallait avoir l'air legit, fallait avoir l'air humain à 100%. Puis quand toi, tu m'envoies un courriel là, au sujet de notre podcast, là, ben le titre du courriel, c'est pas je t'invite au podcast, tu devrais l'écouter, ça parle de ça. Le titre du email, c'est juste podcast, tout en minuscule. Ou c'est cet après-midi. Ouais. Ou c'est voici le lien. C'est ce genre de titre-là. Puis l'approche que tu vas avoir dans l'email que tu vas m'envoyer, ça sera vraiment pas la même chose que si c'est une compagnie traditionnelle qui est habituée d'envoyer des newsletters avec des grosses images puis super corporate. Il y a un monde de différence entre les deux. Puis j'ai réalisé que qui amenait des résultats, ben c'était de se coller sur l'humain et non de se coller sur le monde corporate. D'accord. Ouais, c'est clair que ça crée une différence énorme. Moi, je le vois aussi dans mes campagnes. J'essaye d'être le plus humain possible, même si c'est pas toujours simple parce que on automatise quand même beaucoup de choses aujourd'hui. Mais toi, tu sais un truc. Je te donne un truc pour ça parce que moi aussi, là, je me suis rendu compte que c'était difficile. Tu sais, aujourd'hui, avec mon application Snapshot, c'est sûr que on a énormément d'emails marketing. Puis moi-même, tu sais, je trouve ça difficile quand il y a temps d'automatiser des campagnes d'emails. Je trouve ça difficile de pas rendre ça générique puis de rendre ça super human. Mais le truc là, c'est que tu prends 3-4 users random dans ta base de données, puis tu leur envoies un email à ces 3-4 là séparément. Donc, mettons, je prends le user numéro 727. Puis là, j'ai son adresse email. Je suis peut-être capable de deviner son nom, je l'ai peut-être son nom, peu importe. Alors là, j'envoie un email à ce user-là en disant, hey, écoute, Jacques, je viens juste de faire un podcast avec David Grégoire. C'était vraiment le fun. Je pense que t'es vraiment intéressé parce que ça pourrait vraiment t'aider dans ta business. Fait que là, t'envoies ça à un humain. Après ça, tu fais la même chose à un deuxième humain en modifiant un peu le contenu puis en l'améliorant. Et après ça, tu fais la même chose à un troisième humain. Puis là, tu vas te rendre compte que ton cerveau, en écrivant le troisième email, ben là, il va avoir écrit un message à la fois hyper personnel, mais efficace. Puis là, ben, tu prends celui-là, c'est celui-là que tu automatises à large à toute ta base. Donc, ce que tu conseilles, c'est clairement, du coup, de les travailler avec le temps et pas juste d'écrire un email pour écrire un email une fois qu'il est écrit, de l'automatiser et de ne plus y toucher. Ton objectif, c'est vraiment de l'améliorer avec le temps. C'est sûr que tu peux l'améliorer avec le temps, là, puis oui, moi, je te suggère, surtout si c'est automatisé,
au moins aux 2 semaines de checker les statistiques. Mais quand il y a le temps de le rédiger la première fois, pour le rédiger, faut pas tomber dans le piège du générique et de vouloir écrire à tout le monde que tu viens de faire un podcast sur l'email marketing avec moi. Ben, l'idée, c'est tu écris à un de tes users, tu ouvres ton Gmail, tu écris à un de tes users, puis tu dis, hey, je viens d'enregistrer un podcast avec David, je suis sûr que ça va être intéressant pour toi, pour telle et telle raison. Puis là, juste en écrivant à un seul user, ben, ton cerveau, il va pas écrire quelque chose de générique, il va écrire quelque chose de personnel. Alors là, tu prends ce contenu-là, puis c'est celui-là que tu automatises. C'est celui que tu as pondu personnellement. Et c'est bizarre parce que cette expérience-là, elle m'est arrivée il y a pas plus tard qu'il y a une semaine quand en ce moment, je fais de la prospection pour moi personnellement et c'est ce que je fais. J'écris des messages et j'ai remarqué que au bout comme tu dis, du 5, 6e message, les premiers, je les avais automatisés. J'avais écrit quelque chose de relativement que je n'avais pas personnalisé. Et puis au bout du 6, 7e, je me suis dit non, je vais écrire quelque chose de personnel. Et au bout du 8, 9e, j'ai senti que j'avais quelque chose de bien plus intéressant que ce que j'avais quand j'ai envoyé à la 5 ou 6e personne. Donc, c'est exactement ça. Que même moi, je tombe dans le piège, hein. Ouais, oui, c'est ça. Mais on cherche toujours à aller plus vite que la musique, mais c'est pas toujours la meilleure façon de faire. Bah écoute, c'est parfait. J'ai une autre question pour toi. Qu'est-ce que cela a changé pour ton entreprise actuelle, pour Monsieur E-commerce, Snapshop? Ah, c'est tout. C'est vraiment tout. Parce que je reviens à ce que je disais tantôt à la human to human. Monsieur E-commerce, là, littéralement, ce qui a lancé ça, c'est l'email marketing. Même si c'est un service de photographie de produits pour le commerce électronique, ça reste que je faisais de la prospection par email. Et puis, après ça, ben, on avait des tas de relances automatisées par email. Alors, je te dirais, là, avec certitude, que ce qui a permis que ça marche, oui, c'est de l'huile de bras, mais c'est du email marketing. Et là, on était en prospection, hein, on n'était pas en fidélisation. On était seulement en prospection. Alors, c'était tout du cold emailing, mais ça fonctionnait très bien. Par contre, je peux te dire que pour Snapshop, où là, Snapshop, c'est mon application de photographie de produits, ça, c'est à l'international. Puis là, j'ai réalisé ça en prospection, j'arrivais pas à obtenir des bons résultats. Moi, j'attribue ce problème-là au fait que plutôt que d'offrir le service de photographie, donc d'enlever un problème à mes clients potentiels, ben je leur demandais une action qui était de prendre leur téléphone puis de prendre une photo. Alors là, à un moment donné, on a dit OK, c'est bon, on arrête de faire de la prospection pour Snapshop en email marketing. À la place, on va faire de l'acquisition ailleurs et on va utiliser l'email marketing pour augmenter leur fréquence d'utilisation de l'application, pour les convertir à des forfaits payants, pour les inciter à prendre davantage de photos qui reviennent, etc. Puis là, ça, je peux te dire que ça fonctionne très bien. Nous, notre stratégie, écoute, je te dirais, on doit avoir possiblement 60 emails total pour Snapshop. Ça va vraiment là, de la confirmation de commande à de la réactivation après 1 an, après 6 mois, et ça passe par des emails qui sont basés sur les actions des usagers. Par exemple, quand je constate que quelqu'un regarde les photos qu'il a prises avec l'application, aussitôt il reçoit un email de ma part, à la minute près, en disant « Hey, je remarque que tu regardes tes photos, j'ai une offre à te faire. » Alors, ce genre d'email-là a des très, très bons résultats parce que il est relié au comportement de l'usager. C'est ce qu'on devrait toujours tenter de faire plutôt que de juste pousser de la publicité au client. C'est qu'on devrait regarder c'est quoi sa vie à lui, c'est quoi son quotidien, c'est quoi les actions qu'il pose aujourd'hui, c'est quoi qu'il devrait poser, c'est où qu'il est rendu dans son processus de magasinage, puis envoyer des emails en conséquence. Mais c'est sûr que ça prend quand même du jus de bras. L'autre chose que j'allais dire aussi qu'on fait beaucoup, là, c'est vraiment là, aux 2 semaines, littéralement, on va regarder les statistiques de tous nos emails. Puis là, on les compile dans un tableau Google Sheet et automatiquement, on met en rouge les taux d'ouverture qui sont en bas de 50%, puis les taux de clics qui sont en bas de 10%. Parce que nous, on considère que en bas de 60% de taux d'ouverture, là, je suis convaincu que tes auditeurs vont dire voyons, en bas de 50% de taux d'ouverture, c'est mauvais, puis en bas de 10% de taux de clic, c'est mauvais. Mais oui, c'est mauvais, parce que ça veut dire que tu as plus de 50% des gens qui sont même pas exposés à ton message. Alors ça veut dire que tu as du travail à faire. Alors nous, littéralement, aux 2 semaines, on regarde nos statistiques,
OK, tout ce qui est en bas de 50% d'ouverture ou tout ce qui est en bas de 10% de taux clic, on se dit, OK, on essaye quelque chose d'autre. Là, 2 semaines après, on regarde puis on compare. Et dans ces cas-là, à chaque fois, tu recommences ce processus de tester, enfin peut-être pas à chaque fois automatiquement, mais le plus régulièrement possible, tu essayes de retester à 3 personnes particulières. Ben ça dépend. C'est une bonne question, t'as raison. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais ça dépend. Pour ce qui est de l'ouverture, il y a 3 facteurs qui vont, 4 facteurs qui vont jouer avec le taux d'open. Les 4 facteurs sont les suivants. 1, est-ce que c'est un email qu'on envoie comme random au hasard ou c'est un email qui est rattaché à une action de l'utilisateur? Alors ça va bien entendu augmenter le taux d'ouverture si c'est rattaché à l'action de quelqu'un qui vient juste de poser. La deuxième chose, c'est quoi le nom de l'expéditeur? La troisième chose, c'est quoi le titre d'email? La quatrième chose, c'est quoi les 2-3 premières lignes en text only? On veut pas que le preview sur l'iPhone, ça s'écrit disons, click here to view in your browser. Ça, tu veux pas jamais voir ça. Ça va faire que les gens vont savoir que c'est de la publicité, puis il y a personne qui a le temps de lire la publicité le matin. Alors, ces facteurs-là, on va jouer avec ça beaucoup aux 2 semaines. Alors, concrètement, ce qu'on va faire, si on se rend compte qu'il y en a un email qui est à 35% d'open, puis que, disons, on est rendu à notre 3e version de test, donc ça fait, mettons, 6 semaines qu'il roule ce email-là, là, on va dire, OK, est-ce qu'on devrait pas changer notre titre? Est-ce que ça fait 3-4 titres avec lesquels on joue puis qu'on n'arrive pas à des meilleurs résultats? On va se dire, OK, est-ce que l'email est encore pertinent dans le comportement ou la vie du user? Est-ce que le from, ça devrait venir de moi ou ça devrait venir de mon bras droit? Est-ce que dans mon nom, je devrais mettre David Grégoire, founder of Snapshot? On va essayer de jouer avec ça. On va essayer de jouer avec comme je disais, la première, deuxième ligne en text only. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse ça vivre pendant 2 semaines. 2 semaines après, on regarde est-ce que les statistiques d'Open se sont détériorées ou améliorées. Si se sont détériorées, on va revenir à l'ancienne version. On va tester autre chose. Si se sont améliorées, il y a des chances pour que ça soit acceptable. Mais grosso modo, ici, je veux juste pas faire peur aux gens. C'est pas une job temps plein. On veut pas avoir à réécrire les messages à chaque 2 semaines parce que là, ça deviendrait fastidieux. À la place, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des micro-changements et on va se re-questionner. Même si ça prend juste 5 minutes de se re-questionner, on va quand même prendre la peine de le faire, se demander, OK, est-ce que finalement, cet email-là amène la véritable valeur à l'utilisateur et est-ce qu'il convertit ou pas? Puis si, après plusieurs essais, on se rend compte qu'on n'arrive pas à avoir des bons résultats avec ce message-là, peut-être qu'il est pas à sa place ou peut-être qu'il devrait juste pas exister. Et pour suivre justement ce que tu dis et pour donc rebondir, quels outils tu utilises pour te faciliter un peu la vie là-dedans? C'est intéressant, ça, les outils. Là, c'est dommage parce que j'imagine qu'il y a plein de tes auditeurs qui sont en voiture, mais Julien, ça pourrait être intéressant de les noter dans un blog post. Les outils je les noterai sans aucun problème. Je vais en nommer beaucoup. Alors, par le passé, j'ai pas mal utilisé tous les softwares de email marketing qui existaient jusqu'à aujourd'hui. Pour le commun des mortels, je vous dirais, bien entendu, aller avec MailChimp. C'est le plus simple, facile d'utilisation. Si vous êtes mordu de automation, MailChimp est plutôt limité en automatisation. ActiveCampaign est pas mal plus agile en termes d'automatisation. Alors, c'est peut-être le choix à faire. Il y a aussi, si vous êtes en B2B puis vous voulez faire de la sollicitation, vous pourriez regarder du côté de reply.io. Parenthèse, Julien, reply.io ont fait un case study avec Monsieur e-commerce à la fin de l'été parce que on avait atteint, tiens-toi bien, 92% d'open sur une campagne et 67% de taux de reply. Wow. Alors, c'est comme exceptionnel. Une fois, j'ai donné ces statistiques-là dans une conférence que j'ai donnée chez Shopify. Puis, il y a quelqu'un qui a levé la main puis il a dit, c'est un patron d'une compagnie, puis il dit, je suis convaincu que les emails que j'envoie à mes employés ont même pas ce taux d'open. C'est sûr. Mais c'est exceptionnel. Il faut que les étoiles, j'atteins pas 92% tout le temps, c'est mon record en time. Mais il faut vraiment que les étoiles soient alignées, là, c'est ça. Puis il faut que tu optimises, tu t'améliores tout le temps. Mais donc, la parenthèse étant fermée, tu me demandais pour les outils. Reply.io, si vous faites de la sollicitation en B2B, c'est vraiment une bonne façon de faire parce que l'avantage, c'est que c'est automatisé et ça arrête aussitôt
que quelqu'un reply au email. Donc, vous cherchez à rejoindre un président, des présidents de compagnie. Là, le premier email, vous vous présentez. Le deuxième email, vous dites, avez-vous reçu mon premier email? Le troisième email, vous dites, hey, quand est-ce que tu vas me répondre? Ben, tu sais, de plus en plus agressivement, sans aller dans l'exagération, ben, tu veux arrêter cette série-là aussitôt qu'il te répond parce que là, ça fait pas de sens d'avoir un email qui te dit, pourquoi tu me réponds pas, tu sais? Ça fait qu'il y a juste Reply qui va permettre ça à l'heure actuelle. Reply.io. Et ça fait longtemps que ça existe, Reply.io? Ça fait longtemps que toi, tu l'utilises? Ça fait longtemps que toi, tu l'utilises? Je l'ai utilisé, je te dirais, pendant les peut-être 8 premiers mois de 2017. Mais là, je suis rendu ailleurs. J'utilise maintenant presque strictement SendGrid. J'ai utilisé Sendy, S-E-N-D-Y, qui était recommandé par Tim Ferriss. Tim Ferriss, qui était l'auteur de 4 Hours Work Week. Je l'ai utilisé, mais il n'y a pas beaucoup d'automatisation, il n'y a pas beaucoup de personnalisation. Mais maintenant, depuis, je te dirais, le mois de septembre-octobre, maintenant, on utilise SendGrid et puis on a tout programmé dans un script PHP parce que ce que ça nous donne comme avantage, c'est que mon script PHP a accès à ma base de données, nécessairement. Puis pour gérer mes utilisateurs, puis le comportement de mes utilisateurs, puis les photos qu'ils prennent, tout ça, ben nécessairement, c'est géré dans ma base de données. Alors, mon script PHP a accès à toute le data de mon entreprise, si on veut. Alors, si demain matin, on se dit, OK, on voudrait envoyer, disons, je sais pas moi, une offre, automatiquement, 12 jours après que les gens aient pris leurs photos, puis qu'ils n'ont pas repris d'autres photos, puis qu'ils avaient un iPhone, mais pas d'Android. Ben là, si on voudrait programmer ça dans Mailchimp, ça serait vraiment infernal, parce que là, il y aurait plein de conditions, puis Mailchimp ne pourrait pas le faire, puis là, il faudrait tout synchroniser, programmer une synchronisation de nos données d'entreprise avec Mailchimp. Fait que là, ça serait quand même compliqué. Tandis qu'avec un script PHP, mais moi, j'ai accès. Là, la personne, elle a ouvert l'application hier, mais elle n'a pas pris de photo. Bon, mais j'ai cette information-là, ben, je peux très bien l'utiliser puis lui envoyer une campagne automatiquement 12 heures après la dernière ouverture, disons, de l'application lorsqu'ils n'ont pas pris de photo. Fait que ça me permet quand même plus de latitude et de flexibilité, mais pardon, je suis convaincu que ça peut pas s'appliquer à tout le monde parce que à tous les auditeurs parce que ben ça va vous prendre des programmeurs en interne, ça va vous prendre une espèce de la connaissance que peut-être que vous n'avez pas à l'interne actuellement, mais n'empêche qu'il y a un low hanging fruit actuellement. Si vous avez des taux d'ouverture 20, 30%, 40%, vous pouvez faire mieux. Si vous avez des taux de clic de 2, 3%, même si c'est la moyenne de l'industrie, je m'en fiche. La moyenne de l'industrie, êtes-vous quelqu'un dans la moyenne? Non, vous êtes meilleur que la moyenne. Donc, vous voulez avoir des taux supérieurs à ça. Il y a un low hanging fruit actuellement que vous pouvez faire, si vous regardez bien vos statistiques puis que vous améliorez vos messages. Je suis convaincu que vous êtes capable d'atteindre des taux similaires aux miens. Je me demandais, là, je vais te nommer un dernier outil, là. Il y a un truc qui s'appelle Litmus, L-I-T-M-U-S. À la base, est-ce que tu connais Litmus, Julien? J'ai pas entendu, excuse-moi. Litmus, L-I-T-M-U-S. Non, je connais pas. Non, je connais pas. Bon, alors, c'est un software qui, à la base, permet de voir le rendering, si on veut, le rendu des courriels sur les différentes plateformes Gmail, Outlook Express, iPhone, Android, iPad, petit iPad, gros iPad. Bon, alors, à la base, c'est un software qui permet de voir le rendu de tes emails. Mais considérant que moi, je te propose d'envoyer des emails text only puis de ne pas avoir de design puis de logo d'entreprise puis de grosses images, ben je te suggère pas de l'utiliser pour ça, bien entendu. Il y a une fonctionnalité dans Litmus qui te permet de savoir le temps. Écoute bien ça, là. Tu n'auras jamais entendu ça. Le temps que les gens ont passé sur ton email. Wow. Parce que si demain matin, tu envoies une newsletter, tu m'envoies une newsletter demain matin, Julien, à 7h58, OK? Moi, à 8h, j'ouvre mon laptop. Là, j'ai plein d'emails qui sont rentrés, mais c'est tout dans la newsletter, puis j'ai pas le temps de lire ta newsletter à 7h58. Là, j'ai bien d'autres affaires à m'occuper. Fait que là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rentrer dans ton email, je vais l'ouvrir, puis je vais le refermer aussitôt pour le marquer comme lu. C'est sûr que je peux le cocher puis faire marquer comme lu, mais tu sais, il y a des chances pour que je l'ouvre puis que je le referme aussitôt pour le marquer comme lu. Ça témoigne pas d'un bon taux d'engagement, au contraire. Sauf que cette statistique-là tu vas naïvement croire que ta statistique d'open est à 35%, quand au final, ta vraie statistique de vrai open pendant quelques secondes
peut-être à 10%. Fait que ce que Litmus va te permettre de faire, c'est de savoir est-ce que les gens l'ont glancé ou l'ont read. Donc, l'ont-ils ouvert et fermé ou ont-ils passé plusieurs secondes dessus à le lire? Et ça a une valeur inestimable parce que si j'ai passé 1 minute, 40 secondes à lire ton email, Julien, clairement, je suis chaud. Puis clairement, tu devrais me lâcher un coup de fil dans les prochaines minutes. Donc, tu dis qu'une lecture d'email, ça prend, justement, j'allais rebondir, puis t'as avancé ma question, là, mais c'est entre 15-30 secondes, voire 1 minute, grand maximum, une lecture d'email, à peu près. Oui, c'est sûr, mais c'est sûr que c'est pas une demi-seconde. Ouais, c'est sûr, c'est que c'est pas une demi-seconde. OK. Ça dépend, bien entendu, du contenu. Tu sais, il y a comme 2 écoles de pensée. Il y a plusieurs écoles de pensée en email marketing, mais en email marketing de text only, là, qui est comme ce que moi je vous suggère de faire. Donc, c'est quoi un email text only? Hein? C'est un email que je prends mon iPhone, Julien. Là, je fais un nouveau email. Là, je mets Julien. Là, je te mets un titre de base, puis je t'écris un email avec mon iPhone. Ça, c'est un email text only. Il n'y a pas de design. Il n'y a pas mon logo d'entreprise. Il n'y a pas d'HTML, il n'y a pas de couleur. Tout ce qu'il y a, c'est du texte que je t'envoie parce que j'ai un message à te passer. Fait que dans ça, il y a 2 écoles de pensée. Il y a ceux qui vont te faire un email text only très court, et ceux qui vont te faire un email text only très long. Puis là, je veux dire bien honnêtement, il n'y a pas aucun des deux qui est meilleur que l'autre. Ça dépend vraiment de votre stratégie puis de votre clientèle. Puis je vous suggère de le tester. Les 2 sont vraiment bons. Ça dépend du message. J'ai eu des résultats, moi, complètement cinglés avec des drips chez Voyage Arabais, avec des très longs emails. J'ai eu des résultats complètement cinglés aussi avec des très, très courts emails en sollicitation. Alors, il faut vraiment que vous essayiez les 2 puis vous allez voir c'est quoi qui marche le mieux pour votre audience. Ah oui, je dirais que du coup, il faut utiliser les 2 pour voir quelle est celle-ci qui fonctionne le mieux, et puis l'utiliser en fonction pas en fonction d'une campagne complète, mais plutôt par email, quoi. Si je comprends bien. Ouais, ça, tu peux le faire pour une campagne, mais tu sais, par exemple, il y a des certitudes, là. Quand tu veux faire de la sollicitation, disons, en B2B, clairement, il faut que tu aies avec un email très, très court, très, très succinct. Ça va pas là pour donner comme full d'informations. Par contre, quand tu veux convaincre des gens, puis que, mettons, tu te retrouves dans un cas de drip. Est-ce que tu sais quoi du drip, Non. Julien? Alors, un drip, c'est une série de 6 emails envoyés sur 2 semaines au même client. OK. Puis l'objectif, c'est de lui donner de l'information vraiment valuable, de l'information de valeur pour lui, en te positionnant comme étant la référence dans ton domaine. Par exemple, là, chez Voyage Arabais, on l'avait fait, je l'ai fait dans plusieurs entreprises aussi, là, mais le Voyage Arabais, je me rappelle, on demandait aux gens, voulez-vous que au téléphone, là, voulez-vous que je vous envoie les 6 trucs de magasinage d'un voyage? Puis crois-le pas, une personne sur 4 nous donnait leur adresse email au téléphone pour qu'on lui envoie les 6 trucs de magasinage d'un voyage. C'est quand même énorme. Clairement. Mais là, les 6 trucs de magasinage consistaient en 6 emails envoyés aux 2-3 jours sur un intervalle de 2 semaines où on donnait vraiment des trucs de magasinage de voyage. C'est quoi les jours pour acheter son voyage? Comment faire pour automatiser ta recherche à chaque jour pour pas que tu aies besoin de toujours aller voir? Plein de trucs comme ça. Mais là, c'était du contenu vraiment de grande valeur. Les gens étaient vraiment intéressés à s'engager avec ce contenu-là. On atteint des taux d'ouverture de 85%, c'est pour te dire. Alors là, clairement, quand c'est email, tu vas donner du contenu informationnel qui a une grande valeur, ça fait du sens d'avoir un email plus long. Par contre, si tu veux, mettons, faire la promotion du podcast qu'on est en train d'enregistrer ensemble maintenant, mais là, vraiment, il va falloir que tu le testes. Puis moi, ce que je te suggère de faire, c'est le tester, considérant que toi, tu as des podcasts quand même régulièrement. Teste-le avec le podcast actuel, envoie à 50% de ta base un très, très court email. Salut, je viens de faire d'enregistrer un podcast avec David Riwald sur l'email marketing. J'ai pensé que ça pourrait t'intéresser. Clique ici pour l'écouter. Fait que ça pourrait être l'email A que tu envoies à 50% de ta base. Puis l'email B, ça pourrait être vraiment comme voici de quoi on a parlé, voici comment ça peut t'aider. Puis là, tu décideras du meilleur candidat après, selon lequel va être le plus performant. D'accord. Donc ça serait justement, tu devances toutes mes questions. Je voulais te demander quels étaient les conseils que tu donnerais à un jeune entrepreneur. Dans les emails marketing, c'est sûr que le conseil que je donnerais, ça serait ça.
Par contre, le conseil en affaires que je donnerais, puis je vais quand même prendre la peine de le dire, c'est quelque chose que je dis souvent en conférence. Julien, est-ce que tu sais c'est quand le meilleur moment pour planter un arbre? Aujourd'hui? Ah, t'es vite, toi. En fait, le meilleur moment, c'était il y a 20 ans. Exact. Mais alors, le prochain meilleur moment, c'est aujourd'hui. Le prochain meilleur moment, c'est ça. C'est parce que je l'ai lu ce matin, justement, cette référence. Alors, du coup, c'est pour ça que je te réponds en avance. Mais donc, le meilleur conseil que j'aurais donné, c'est tout ce que je vous donne comme information aujourd'hui, là. Prenez pas la peine de le mémoriser puis de dire, quand je serai prêt, je l'utiliserai. Non. En arrivant, là, en sortant de votre voiture tantôt, là, tout de suite, regardez vos statistiques, cochez des emails qui sont moins performants, puis ça va prendre 10 minutes, là. Prenez 10 minutes pour regarder quels emails sont les moins performants, puis faites juste changer un truc, changer le titre, changer la première ligne. Assurez-vous d'avoir une version text-only qui est pas genre click here to see if you don't see the images, click here. Prenez le temps, ça va vous prendre 5 minutes, 10 minutes, puis au moins, vous allez avoir fait une première étape, puis comme ça, au moins, vous allez avoir des performances plus rapidement. OK. Et tu parlais du taux d'ouverture, du taux de clic. Ça, ce sont les premières métriques que tu regardes, les premières statistiques que tu regardes. Est-ce que tu en regardes d'autres? Et est-ce qu'il y en a d'autres à regarder? Ah, c'est une excellente question. Le taux de désabonnement, c'est une métrique qui est regardée par pas mal tout le monde, sans savoir trop qu'est-ce que ça veut dire. Premièrement, si vous avez un taux de désabonnement en bas d'1%, ne vous alarmez pas, vous avez un taux de désabonnement raisonnable. Cependant, quand vous avez des abonnements, c'est qu'il y a une raison. Puis là, ça peut être intéressant de creuser, c'est quoi la raison de désabonnement. Dans MailChimp, vous avez accès à cette information-là, mais moi, je la trouve pas suffisamment précise. Moi, dans mes courriels, comme actuellement, je te dirais que je suis en bit, je veux savoir mon taux de désabonnement, il vient de où. Alors, dans le bas de mes courriels, mon lien de désabonnement, premièrement, il est quand même très subtil, mais c'est pas click here to unsubscribe. C'est tell me why you want to unsubscribe. Et puis là, je mets 5 raisons aléatoires. Puis là, les gens sont obligés de cliquer sur une de ces raisons-là, ce qui me permet d'avoir des statistiques de pourquoi les gens se sont désabonnés. Est-ce que c'est parce que mon application, finalement, elle leur convenait pas, parce que peut-être qu'ils sont tombés là-dessus par erreur, puis eux, ils ont une entreprise de service, ils n'ont pas besoin de Snapchat. Est-ce que c'est que j'envoie trop de messages? Est-ce que c'est que je suis trop agressif? Est-ce que c'est parce que mon application est trop chère? Alors, ça me permet de savoir un peu mieux la raison pour laquelle les gens se désabonnent. Ça, pour moi, c'est une statistique intéressante. C'est sûr que l'open et puis le clic, c'est clairement la statistique que vous devriez utiliser le plus pour faire des changements dans vos emails. Mais l'autre, c'est d'utiliser un outil qui s'appelle mail-tester.com. Alors, vous allez sur mail-tester.com et vous donne une adresse email aléatoire que vous prenez. Et là, vous envoyez quelques-uns de vos messages à cette adresse-là. C'est-à-dire, vous prenez l'adresse, vous envoyez un message à cette adresse-là. Vous retournez sur le site, ils vont vous donner une deuxième adresse, vous envoyez un deuxième message à la deuxième adresse. Puis eux, ils vont vous dire les raisons pour lesquelles vous tombez dans le spam folder. OK. Ouais. Alors là, vous allez pouvoir le changer. Je vous dis tout de suite, si vous le faites, puis que vous utilisez plusieurs logiciels d'envoi d'email, qu'est-ce que j'entends par logiciel d'envoi d'email? MailChimp est un logiciel d'envoi d'email. Gmail est un logiciel d'envoi d'email. Reply, c'en est un. SendGrid, c'en est un. Votre système de comptabilité qui envoie les factures à vos clients, c'est un logiciel d'envoi d'email. Alors, il faut vraiment le faire pour tous les canaux d'envoi d'email si vous voulez avoir une statistique juste, si vous voulez savoir quoi changer. Mais ça, vous allez possiblement être surpris. Vous allez peut-être à 10 sur 10 aujourd'hui, tant mieux pour vous. Vous allez peut-être être à 4 sur 10 aujourd'hui. Alors, il faut regarder ça, puis s'assurer que cette statistique-là monte le plus proche possible de 10. Alors moi, à tous les 500 emails que j'envoie, automatiquement, j'ai un email qui s'envoie à mail-tester.com pour m'assurer que mon score reste toujours à 10. D'accord. Parce qu'il me semble que je l'ai déjà testé, c'est un programme qui est payant, ça, il me semble, hein? Non, c'est gratuit pour 4 vérifications par jour, je pense. Ah oui, OK. Ouais. Alors, ou sinon, vous pouvez payer, je pense que c'est 5 €, donc c'est bien raisonnable. Puis vous avez un nombre illimité de vérifications dans la journée.
Mais ça vaut la peine. Si vous êtes en blitz aujourd'hui, puis vous dites, OK, c'est aujourd'hui que je règle ça mes emails, ce que je vous suggère de faire d'ailleurs, ne pas remettre au calendrier grec, peut-être payer les 7 €, puis pouvoir mettre une croix là-dessus, de mettre un checkbox, dire c'est réglé, mes emails maintenant sont réglés. Ok. Dernière petite question pour toi, puis après on passera aux questions flash que je vais te poser. Quelles sont, selon toi, pour que ce soit, on va faire tout mélanger, que ce soit court ou long, quelles sont les qualités d'un bon email? C'est des bonnes questions. Les qualités d'un bon email, il y en a tellement. C'est un email qui incite à l'action ou un email qui convainc les gens de faire affaire avec toi. Alors, si votre email, vous n'avez pas de résultat avec cet email-là, c'est un mauvais email, enlevez-le ou optimisez-le. Donc, c'est ouais. Donc, c'est les deux focus qu'il faut garder. Inciter à l'action ou convaincre. Un ou l'autre. Ouais, mais si votre email, l'objectif du email, c'est que les gens fassent un achat sur votre magasin en ligne puis en font pas, votre email est mauvais. Alors, il faut le supprimer ou l'optimiser. Si votre objectif, c'est de faire une série d'emails pour que les gens prennent leur voiture puis aident à votre salle de montre, vous vendez du plancher bois franc, vous voulez que les gens viennent, puis que les gens viennent pas, il y a personne qui vient en vous disant « j'ai reçu tes emails, c'est vraiment bon », clairement, vos emails ne convainquent pas les gens de faire affaire avec vous, donc c'est mauvais. C'est ces deux objectifs-là, point final. Bon, c'est bien, c'est simple. Il ne reste plus qu'à, quoi. Il n'y a plus qu'à travailler. Alors, on va passer du coup aux questions flash. 3 questions que j'ai à te poser pour pouvoir finir cet entretien. 3 livres que tu recommandes, vas-y. Alors, The Lean Startup par Eric Ries. Oui. Si vous avez une petite entreprise, c'est un classique. Vous allez voir comment ne pas vous partir en affaires. Très intéressant. J'ai beaucoup aimé le livre The 10X Rule de Grant Cardone. C'est un classique, ça aussi. Vous l'aimez, vous l'aimez pas, Grant Cardone. Dans ce livre-là, il va vous expliquer que vous devez, si vous êtes entrepreneur, d'être omniprésent. D'être omniprésent, c'est d'être partout à la fois, en même temps, partout, tout le temps. Et puis, qu'à toutes les fois que vous avez un projet, on a tous tendance à sous-estimer de 10 fois les énergies, le temps, les ressources que ça va nous prendre. C'est une erreur à ne pas faire. Quand vous rentrez dans un projet, non seulement il ne faut pas sous-estimer les efforts, mais il faut mettre 10 fois plus d'efforts qu'on pense pour que ça marche. Puis le 3e livre, c'est un minuscule livre en audio-livre. Ça prend, je pense, 1h30 à écouter. C'est The Dip par Seth Godin. The Dip, qui est un petit livre qui va vous dire quand est-ce que ça vaut pas la peine de continuer son entreprise, quand est-ce que ça vaut la peine d'abandonner, quand est-ce que ça vaut la peine de ne pas abandonner. Et vous allez voir, c'est surprenant parce que les winners, comme il dit, les winners abandonnent plus souvent qu'ils ne persistent. Mais ils savent choisir, du coup. Exactement. C'est qu'il faut tout abandonner, sauf ce qui a du potentiel. En tout cas, le livre vous le dira. C'est 1h30 d'audio-livre ou c'est un petit livre minuscule de genre 100 pages, là. Alors, ça vaut la peine de le lire. The Dip à Seth Godin. Écoutez, je le partagerai de toute façon sur l'article de blog aussi. 2e petite question pour toi. Que fais-tu quand tu te sens débordé? C'est mon quotidien. Julien, c'est tellement difficile. Alors, je te dirais que je le fais pas de gaieté de cœur, même si j'aime ça, mais c'est ma blonde qui me voit déprimé parce que là, je regarde ma to-do list, puis là, je tourne en rond en me disant, c'est quoi la prochaine chose que je devrais faire qui aurait le plus grand potentiel sur ma business, le plus grand impact sur ma business. Puis là, quand elle me voit comme ça, capoter, elle me dit, pars donc faire du vélo ou va-t'en en pot de Pâques, dépendant c'est quoi la saison. Alors, de l'activité physique, ça me remet toujours de bonne humeur. De bouger un peu, ça me remet de bonne humeur, ça me motive. Alors, c'est ce qui, je pense, qui est la solution à toutes les fois où vous êtes découragé, là. Faites un petit peu d'activité physique, vous sentez-vous bien à l'aise, donc vous pouvez juste partir prendre une marche, mais ça met les idées claires. C'est clair. Je suis complètement d'accord avec toi. Dernière chose, une citation que tu utilises. Là, tu sais, je l'ai dit tantôt,
c'est quand le meilleur moment pour planter un arbre. Mais gardez-le en tête, hein, parce que c'est tellement vrai. On s'en va à des conférences, c'est bien intéressant. Vous écoutez le podcast de Julien, c'est bien intéressant. Puis là, les gens ne porteront pas action. Quand la vaste majorité des gens qui écoutent actuellement, là, ils vont arriver chez eux, ils vont arriver au bureau, ils ne vont pas porter action parce qu'ils ont d'autres choses à faire. Mais si vous faites ça, à quoi bon? À quoi bon? Prenez la peine d'écouter le podcast de Julien, en arrivant au bureau ou en arrivant ce soir, prenez 15 minutes, prenez votre laptop, puis exécutez les choses dont vous vous rappelez de cet entretien-là, puis vous allez avoir des résultats. En écoutant des podcasts, en faisant rien, ça donne rien. Clairement. Après, il faut agir. C'est comme dans tout. Oui. Oui, c'est clair. Faut se mettre en position. C'est parfait. Écoute, David, ça a été un honneur de pouvoir t'avoir aujourd'hui sur ce podcast. Je vais te laisser le mot de la fin. Et puis, juste pour te dire merci encore de m'avoir consacré ce temps et d'avoir consacré ce temps à tous les auditeurs. Et puis, c'est à toi de parler. Merci beaucoup, Julien. Merci pour l'invitation. Puis, lâche pas ton podcast. C'est vraiment le fun. Puis, tous les auditeurs, lâchez pas. Puis, il faut agir, il faut vivre dans l'action. Et c'est comme ça que vous allez obtenir des résultats. Et c'est donc ici que se termine cet épisode. Si vous avez aimé cette interview dédiée au marketing email en compagnie de David Grégoire ainsi que les présentations que je propose, pensez à vous abonner au podcast comme Julien pour ne pas manquer la suite. Que ce soit sur iTunes ou la plateforme de podcast de votre choix, vous pouvez trouver des instructions pour comprendre comment vous abonner en vous rendant sur juliencarcali.com/podcast. Et pour finir, si vous avez apprécié l'approche que je propose sur la communication, j'ai besoin d'un petit coup de pouce. Tout d'abord, commencez par me laisser une évaluation sur la plateforme de podcast que vous utilisez, surtout si vous utilisez iTunes. Et ensuite, si cet épisode vous a été utile, partagez-le avec une personne de votre entourage qui pourrait être intéressée. L'URL direct vers ce podcast est juliencarcali.com/10. Vous pourrez y trouver toutes les ressources dont nous avons parlé aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine.